Euphoria, la série à succès de HBO expose la vie d'adolescents aux États-Unis avec leur lot de traumas, d'excès, de dramas, etc., etc. Bonjour, je m'appelle Valentine, je suis psychologue et aujourd'hui on va s'intéresser et essayer d'analyser le personnage de Cassie, de comprendre comment fonctionne sa psyché, l'impact de son environnement proche sur la construction de sa personne et comment cela peut expliquer au moins en partie ses choix. Alors grosso modo, c'est le type de travail qu'on va faire lorsqu'on est psychologue, qu'on rencontre et qu'on accompagne un patient. Par ailleurs, je vais complètement spoiler les 2 saisons d'Euphoria qui sont sorties jusqu'à présent, donc si jamais vous voulez pas trop en savoir, je vous conseille de mettre cette vidéo de côté pour plus tard et de revenir une fois que vous aurez regardé la série. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et pour cela on va commencer par explorer l'enfance de Cassie. Comme pour tous les autres personnages, Rue, qui est le personnage principal, est la narratrice, mais elle narre selon le point de vue de la personne concernée, donc ici Cassie, et elle commence directement par la présentation de ses parents. Elle commence tout d'abord par décrire son père, qu'elle définit comme à la fois très attirant et également flirtant avec d'autres femmes malgré la jalousie de sa mère et l'amour que celui-ci lui porte. On peut donc remarquer directement dans cette présentation que sa vie familiale et la vie de couple de ses parents est teintée d'ambivalence, donc un amour réciproque, mais visiblement on peut dire que le père flirte avec les limites. Sachant que si elle prend la peine de le préciser, donc ceci, ainsi que la jalousie de sa mère, c'est que c'est quelque chose qui importe, que c'est certainement pas quelque chose qui est ok dans leur couple, ça a pas l'air d'être un couple libre, on va dire. Donc cela pointe d'ores et déjà un désaccord, si ce n'est un dysfonctionnement dans le couple, et au moins en tout cas un sujet de conflit entre les deux parents. Et on note aussi directement qu'elle constate l'effet de l'apparence attrayante de son père sur la jante féminine. Directement, elle va le positionner vis-à-vis du regard de l'autre. Ainsi, la valeur de son père se situe dans son apparence et ce qu'il en fait, donc selon la présentation que Cassie en fait. Maintenant, concernant la relation que Cassie a elle-même avec ses parents. Alors, encore une fois, elle va tout d'abord parler de sa relation au père, dont elle était très proche lorsqu'elle était petite. Alors celui-ci rêvait qu'elle soit patineuse artistique et elle a donc commencé ce sport et elle était d'ailleurs, selon ses dires, très douée et lui était très soutenant. Donc nickel, parfait. Mais malheureusement, des problématiques financières l'ont obligée à arrêter, donc ses parents ne pouvant plus lui payer les leçons. Après, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais la manière dont Cassie l'exprime dans la série, c'est son père a arrêté de l'encourager car les cours devenaient trop chers. On peut donc supposer que ce ne sont pas que les leçons qui sont arrêtées, mais également une part de la relation au père, qui validait en plus ses compétences, quelque chose qu'il a valorisé, qui a également stoppé. Par après, elle se centre sur sa relation avec sa mère qui s'est développée durant sa puberté alors que Cassie devenait conventionnellement attirante. Alors là, je mets des guillemets parce qu'on parle quand même d'une adolescente, mais une adolescente qui en tout cas avait des caractéristiques physiques qui étaient favorisées dans la société américaine où elle évolue. Donc c'est une jeune femme mince, avec une belle peau, blonde, avec une forte poitrine, etc. etc. Cassie est donc jouée par l'actrice Sydney Sweeney. Et donc selon les mots de sa mère, de femme à femme, tu es parfaite. Alors qu'il ne s'agit encore une fois pas d'une femme, mais d'une adolescente. Et à ce moment-là, Cassie, elle a constaté que le monde extérieur également a changé, et notamment comment les hommes de tous âges se comportent avec elle. Ceux-ci ont en effet commencé à être plus tactiles avec elle, à la complimenter. Donc bon, là on voit que leur comportement à eux est clairement inadapté, puisqu'ils ont bien souvent l'âge de ses parents, ou sont même plus vieux, donc c'est tout bonnement dégueulasse. Alors il faut savoir qu'en psychologie, on décrit la construction de la personne comme une interaction à la fois entre les caractéristiques internes, innées, et les caractéristiques externes, l'acquis et les expériences de vie. Donc en fait, notre environnement va en partie définir la personne que nous allons devenir. Et donc là, nous, avec Cassie Pubert, où est-ce qu'on en est ? On en a une jeune femme qui se construit en observant et constatant l'importance de l'apparence physique, comment cela module les relations sociales et les comportements. Alors j'ai pas encore parlé de la notion d'attachement, mais ça va venir. Et dans cet environnement, et d'ailleurs dans l'intégralité de sa présentation, ce qu'on peut noter, c'est qu'elle ne parle pas de sa petite sœur Lexi, elle ne la mentionne que très brièvement, sa petite sœur donc qui est plus effacée, alors que dans la présentation de Lexi, Cassie est omniprésente. En fait, elle est vraiment centrale dans la présentation de Lexi, donc là on voit que leur construction de personnalité et identitaire diffère complètement. Pour continuer, les problèmes dans sa famille vont perdurer, donc d'une part les difficultés financières qui vont s'accentuer crescendo et d'autre part la relation conflictuelle entre ses parents qui va aller jusqu'à leur séparation. À ce moment-là, on voit que sa mère boit trop et les problèmes financiers préoccupent le père qui rencontre des difficultés à accéder à une stabilité économique et ainsi il devrait souvent changer d'emploi. Il y aurait également une infidélité de la part de la mère, mais sans qu'on nous le confirme vraiment jamais. Et cette fois-ci, c'est le père qui est présenté comme trop jaloux. Bref, Cassie, elle en a conclu qu'ils étaient juste pas faits pour être ensemble.
Alors la relativisation peut être un bon mécanisme pour faire face à une situation difficile, c'est vrai. Et en soi, on voit souvent que pour les enfants, il est préférable que des parents qui ne s'entendent pas se séparent, mettent un terme à une relation conjugale donc conflictuelle et essayent d'être heureux séparément plutôt que de rester ensemble en étant malheureux. On voit souvent qu'en fait c'est plus bénéfique pour les enfants. Donc c'est une réflexion qui est vraiment assez pertinente de la part de Cassie et ça montre de bonnes capacités de relativisation, donc vraiment c'est top. Mais par contre, on va voir dans la suite de la vidéo que pour Cassie, relativiser, c'est pas nécessairement quelque chose qui va s'avérer adapté au fil du temps et dans les expériences futures, surtout quand c'est à outrance. À la suite de cette séparation, Cassie et sa sœur sont restés vivre avec leur mère et le père venait les voir régulièrement, donc tous les week-ends. Puis peu à peu, les visites se sont espacées à un week-end sur deux jusqu'à ce qu'il se passe plus d'un mois entre chaque visite. À ces problématiques financières qui perdurent et qui s'accentuent, donc s'ajoute une problématique d'alcoolisme chez le père. Il était d'ailleurs parfois alcoolisé lorsqu'il venait chercher ses filles et passer du temps avec elles. Et tout cela jusqu'à ce qu'il fasse un accident de voiture qui le conduira à passer 23 jours en soins intensifs. Alors durant cette hospitalisation, il reçoit divers traitements dont un opiacé, le fentanyl. Alors le fentanyl, c'est une drogue dont le potentiel analgésique vaut environ 100 fois celui de la morphine et 50 fois celui de l'héroïne, et il est d'ailleurs au cœur de la crise des opioïdes aux États-Unis. Bon donc déjà avec cette information, ça s'annonce mal, d'autant plus qu'on sait déjà que le père souffre d'alcoolisme. À côté de ça, on voit que le lien avec Cassie semblait rétabli après l'accident, et qu'il s'écrivait à nouveau souvent. Puis, à nouveau, les réponses du père se sont espacées jusqu'à ce qu'il ne donne plus de nouvelles du tout. Après les 15 ans de Cassie, il est venu une nuit à leur domicile, clairement sous l'emprise de substances psychoactives, donc avec des traces de piqûres sur le bras, donc témoignant implicitement du développement d'une addiction au fentanyl et de la consommation de drogue. À ce moment-là, il a volé plusieurs choses dans le garage, a fait promettre à Cassie de ne rien dire à personne et n'est jamais revenu la voir. Et c'est la dernière fois que Cassie verra son père. Alors tout ça, ça fait déjà quand même pas mal pour une adolescente qui est en pleine construction. Elle commence son récit directement en parlant de la relation conflictuelle de ses parents. On voit que la donnée apparence est très importante et relevée plusieurs fois dans son monologue. On peut aussi noter les mésusages, voire l'addiction des deux parents, donc à l'alcool et en plus à la drogue pour le père. Donc sachant qu'il y a d'ailleurs des facteurs génétiques à l'addiction, mais sinon rien que voir la consommation de ses parents, ça va pas aider pour sa vie future disons. Et il y a également l'accident grave du père avant l'addiction aux drogues, qui est quand même quelque chose de très violent, encore une fois pour une jeune adolescente. Et enfin, le rapport entre sa personne et le monde est quand même très centré sur la réaction des personnes à son apparence. Jeune, elle avait le patinage, donc qui représentait en plus le lien principal avec son père. Donc finalement, elle a perdu ce qui la rendait spéciale, au moins aux yeux d'une personne, et quelque chose qui plus est qui n'était pas son apparence. Alors, pour évoquer enfin l'attachement maintenant. La théorie de l'attachement, elle a été développée par Bowlby, et puis par la suite, elle a été complétée par Ainsworth, qui a défini plusieurs types d'attachement. Alors grosso modo, c'est une théorie qui va postuler qu'un enfant a besoin pour se construire d'une figure d'attachement, qu'on peut aussi appeler donneur de soins, quelqu'un qui va s'occuper de lui, répondre à ses besoins de manière adaptée, cohérente et continue. Cela se passe d'abord dans le bas âge, mais l'attachement peut changer dans le temps. Il y a généralement plusieurs figures d'attachement qui vont coexister, donc les deux parents s'ils sont deux, puis le conjoint qui est amené en général à devenir la figure d'attachement principale. Concernant les types d'attachement, aux alentours de 60 à 70% de la population va avoir un attachement sécure. Donc c'est là où tout s'est plutôt bien passé. Le parent a répondu de manière cohérente aux besoins de l'enfant. Ensuite, pour 20 à 25% des cas, il va y avoir ce qu'on appelle l'attachement insécure évitant. Donc cette fois-ci, le parent, au lieu de répondre de manière cohérente aux besoins de l'enfant, va être trop distant et va attendre un degré d'autonomie trop important de la part de l'enfant. Ensuite, pour 15 à 20% des cas, il va y avoir un attachement de type insécure, ambivalent, anxieux, où cette fois-ci, le parent va alterner donc à la fois entre des réponses cohérentes et une distanciation, une demande d'autonomie trop importante. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une inconsistance dans les réponses, et en fait, l'enfant ne va pas vraiment savoir comment se positionner vis-à-vis de sa figure d'attachement et ce qu'il peut en attendre. Et pour terminer, une très faible proportion des enfants vont avoir un attachement à type insécure, désorganisé, et là c'est dans le cas de maltraitance très grave. Alors il y a toujours une figure d'attachement principale, il s'agit généralement de la mère, mais ça peut également être le père, donc comme dans le cas de Cassie, pour moi c'est le père sa figure d'attachement principale, au moins durant son enfance. À ce moment de sa vie, on voit que le père en fait est très présent, mais il se montre aussi plutôt évitant par moment, et là pour moi il y a vraiment une inconsistance dans les réponses. Et c'est là que je trouvais important de noter la façon qu'a Cassie de raconter l'arrêt du patinage.
il a arrêté de l'encourager. Donc ici, il y a un aspect émotionnel lié à sa relation au père dans cette formulation. Elle ne lie pas l'arrêt du patinage uniquement aux limitations financières. On peut ainsi en déduire qu'une part de la relation, du lien qu'elle avait avec son père s'est également arrêtée. Et du côté de Cassie, on peut noter que son existence prend sens en fonction de l'approbation de cette figure. Approbation qu'elle a au final symboliquement perdue avec l'arrêt du patinage puis la distanciation qu'il a mise entre eux. On peut donc en déduire, selon moi, que Cassie a un attachement de type anxieux, ambivalent envers son père, qui a donc été sa figure d'attachement principale durant sa construction. Elle est en recherche désespérée, nécessaire de son attention, de son approbation et au final, comment faire pour avoir son amour. Dans son récit, elle répète plusieurs fois que son père les aimait. Les aimait, oui, mais au final, il les quitte quand même. Maintenant, comment est-ce que tous ces éléments, ils ont pu influencer le reste? Alors Cassie, dans sa présentation, elle va être décrite comme toujours amoureuse de ses petits amis. Or, on sait maintenant que Cassie a un attachement anxieux, donc déjà ça tire une petite sonnette d'alarme. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la dépendance? Parce qu'en effet, quelqu'un avec un attachement anxieux a tendance à se surimpliquer dans ses relations et à surévaluer leurs nécessités dans leur quotidien. Du genre, je ne suis rien sans toi, je ne pourrai rien faire sans toi, j'existe pour toi, etc., etc. Donc c'est donc quelqu'un qui peut ignorer les signaux d'alarme dans ses relations parce qu'elle aura une peur excessive d'être abandonnée. Et d'ailleurs, entre parenthèses, au début de la saison 2, lorsque Cassie dit à sa meilleure amie Maddie qu'elle va rester célibataire, celle-ci ne la croit pas une seule seconde. Et tous ces éléments vont se confirmer dans la suite de son récit, où elle décrit des demandes constantes et très insistantes de la part de tous ses petits copains de la filmer durant leurs relations intimes. Alors malgré ses refus initiaux qui sont pourtant très clairement exprimés, tous ont insisté et elle a quasiment à chaque fois fini par accepter, même si cela la mettait mal à l'aise. Et également, elle va préciser qu'elle savait qu'ils allaient par la suite partager tous ces éléments à d'autres garçons et sur internet. Alors ce qui par ailleurs est complètement illégal, il s'agit de infantile étant donné que Cassie est mineure. Elle explique que la première fois où c'est arrivé par contre, elle ne s'en doutait absolument pas. À ce moment-là, elle a fait une crise de panique et a voulu se shooter au Tylenol. Donc le Tylenol, c'est du paracétamol. Bon bref, elle a eu envie de crever quoi, et franchement ça se comprend. Et ensuite, elle a relativisé en se disant que de toute façon, ces éléments n'importeraient que plus tard dans sa vie, après la fac, et que la plupart des gens auront aussi des nudes publiques à ce moment-là. Alors relativiser, c'est bien, effectivement, comme je l'ai précisé précédemment, mais là on est dans une espèce d'hyper-relativisation, de dédramatisation qui est non adaptée, parce qu'au final déjà, elle ignore les réelles conséquences de ses partages. Donc finalement, en fait, elle va trouver une façon de faire avec un comportement donc dégradant et irrespectueux envers elle, elle va apprendre à l'accepter. Mais pourquoi? Parce que dans sa psyché avec attachement anxieux, il apparaît plus bénéfique d'être avec quelqu'un qui va diffuser des vidéos intimes d'elle, alors qu'elle n'a jamais consenti à leur diffusion, qu'en plus elle n'avait pas envie de les tourner, mais pour pouvoir bénéficier de l'attention de cette personne. Et oui, là ce n'est clairement pas un comportement qui est adapté ni sain, et soit dit en passant, en plus, les garçons qui les diffusaient, eux, ne subissaient aucune conséquence négative. Maintenant, si on se centre un petit peu plus précisément sur ces deux relations amoureuses connues. Lors de la première saison, elle va sortir avec Mackay. Et on voit à plusieurs reprises les effets de son type d'attachement et de son mode de fonctionnement. Par exemple, Mackay, lorsqu'il traverse un moment difficile et qu'il souhaite discuter, se confier à elle, elle va commencer presque par automatisme à essayer d'avoir une relation intime avec lui, parce qu'elle pense que c'est ce qu'il attend d'elle. Donc à ce moment-là, lui, il va lui verbaliser très clairement, quoique avec un peu de reproche, que ce n'est pas ce qu'il attend d'elle à ce moment-là. Donc il lui dit, pourquoi est-ce que tu dois toujours rendre tout si sexuel? Et c'est quelque chose qui visiblement est assez nouveau pour Cassie, qui est considérée au-delà de son apparence et de son potentiel sexuel, elle qui est régulièrement déshumanisée par les personnes qui l'entourent. Mais d'un autre côté, on voit également que Mackay va insister pour des nudes et Cassie, encore une fois, va relativiser trop certains de ses comportements inappropriés et elle va accepter de se photographier et de lui envoyer des photos d'elle nue alors que visiblement elle n'avait pas très envie de le faire. Et surtout, à un autre moment, ils vont avoir une relation sexuelle brutale car Mackay a besoin de compenser une situation humiliante qu'il vient de vivre. En fait, il va chercher à reprendre le contrôle, l'ascendant qu'il vient de perdre, et il va le reporter sur sa petite copine lors d'une relation intime. Et enfin, on voit l'influence de son modèle parental s'exprimer dans son propre comportement et dans ses propres erreurs. Parce qu'effectivement, elle aussi, elle a fait des erreurs avec Mackay. Erreurs qu'elle décrit comme pas insurmontables. Alors, l'édite erreur étant par exemple la fameuse scène où, après une dispute avec Mackay, elle va embrasser un autre garçon, devant tout le monde,
à une fête foraine, alors qu'elle est sous l'effet de substances psychoactives, il me semble que c'est de l'ecstasy, et en train de se sur un cheval de carrousel de manière assez subjective, disons. Alors très clairement, ce n'est pas une gestion adaptée d'un conflit avec son petit copain, et si, c'est quelque chose qui peut être insurmontable dans un couple, et pour voir ça, il n'y a pas besoin d'être psy. Mais en même temps, on peut aussi se dire qu'avec le modèle parental qu'elle a eu, ça doit être compliqué pour elle de savoir comment réagir dans ces cas-là en cas de conflit avec son copain. Mais en tout cas, il y a des comportements qui ne sont pas relativisés, mais qui sont inadaptés, et montrent que la personne a plutôt besoin d'être soignée. Et je dis pas ça de manière négative, dans le sens où faut qu'elle aille se faire soigner cette folle, mais plutôt qu'elle aurait besoin de soins, d'un accompagnement psychologique adapté pour soigner sa psyché qui a été visiblement malmenée. Et depuis avant, d'ailleurs, je dis que certains de ses comportements sont inadaptés, mais c'est parce qu'en fait, elle ne sait pas réagir autrement. Elle suit une logique qui est dictée par son attachement insécure. Il faudrait donc d'une part l'accompagner pour traiter le fond de la problématique, pour qu'elle puisse avoir des relations à l'autre plus saines, et d'autre part, on pourrait également utiliser des techniques telles que la restructuration cognitive, qui consiste à remplacer des pensées inadaptées, dysfonctionnelles, par des pensées adaptées et fonctionnelles, et qui vont ainsi pouvoir permettre à la personne de corriger son comportement. Vers la fin de la saison 1, Cassie apprend qu'elle est enceinte. Elle en parle à Mackay et ils décident ensemble que le mieux serait un avortement. Alors même si Cassie aurait bien voulu évoquer la possibilité de le garder, alors que Mackay pour lui c'est absolument impossible, on voit tout de même qu'ils discutent de manière assez mature et adaptée ensemble pour arriver à ces décisions communes. Et ce qu'on constate dans les différentes études qui ont été menées auprès d'adolescentes enceintes, c'est que la plupart ont un attachement insécure. Il n'y a que très peu d'adolescentes qui ont un attachement sécure qui vont tomber enceintes. De plus, l'absence du père est associée à la fois à une sexualité précoce chez les jeunes filles, et également à un plus gros risque de grossesse durant l'adolescence. Bon, du coup, effectivement, là, on est en plein dedans avec le profil de Cassie, elle coche toutes les cases. Passons à la saison 2. Bon là, c'est encore pire. Après sa rupture avec Mackay, elle entame une relation intime amoureuse avec Nate, donc l'ex de sa meilleure amie, qui est violent, manipulateur et qui clairement a de gros problèmes lui aussi, au niveau de son identité sexuelle, sans parler de son environnement familial. Bref, ça c'est aussi tout un délire. Le système d'attachement de Cassie est donc de type insécure et anxieux. Son système est troublé, elle cherche tellement l'attention, l'amour de l'autre qu'elle a besoin de lui pour se sentir exister. Bien souvent, les personnes avec ce type d'attachement peuvent trouver des partenaires qui vont, de manière que ce soit consciente ou inconsciente, encourager ces comportements pour le bénéfice qu'ils en retirent eux-mêmes, donc encore une fois de manière consciente ou inconsciente. Avec Nate, par exemple, on voit qu'il est très ambivalent avec elle, il veut bien l'avoir en secret mais il va la rejeter à d'autres moments, et ainsi elle va commencer à se lever tous les matins très tôt pour pouvoir se préparer pour lui jusqu'à trouver l'apparence qui attirera son regard. Et en passant, l'apparence qui va attirer enfin le regard de Nate, c'est l'apparence de son ex, Maddie. Elle est également prête à assouvir le moindre de ses désirs sur le plan sexuel, donc lui permettant un contrôle total, ce que lui d'ailleurs recherche pour des raisons qui lui sont propres. En fait, elle est prête à assouvir ses rêves à lui. Elle légitime sa relation avec Nate alors qu'il sortait auparavant avec sa meilleure amie et se montrait abusif, donc à la fois physiquement et psychologiquement avec celle-ci. En fait, pour elle, le fait qu'ils aient été séparés au moment où eux ont commencé leur relation fait qu'il n'y a aucun souci, bien que par la suite, l'ensemble de ses proches lui pointeront que si. Mais pour Cassie, dans sa manière de penser, leur relation était visiblement toxique, donc la fin est un résultat logique. Et ça légitime sa relation à elle avec Nate. Presque elle leur rend service en fait. Alors à ce moment-là, elle ne prend pas du tout en compte sa proximité initiale avec Maddie pour son raisonnement. En fait, elle s'implique avec Nate à 200%, de manière excessive, donc avec une grande dépendance de son affection. Et cela justifie pour elle cette relation, car ils devaient être faits pour être ensemble. Et là par contre, elle ne va pas du tout relever les aspects toxiques de leur relation et de cette manière de penser. Aussi, un autre aspect de l'attachement ambivalent qu'on peut observer, c'est sa réaction excessive lorsque Nate lui apprend que lui et Maddie ont eu une discussion et où ils ont parlé de leur relation passée. Ça dégénère en grosse dispute quand Nate lui pointe ses erreurs et sa responsabilité. Alors là encore, Cassie, elle va se dédouaner de ses responsabilités, alors parce que clairement l'attachement insécure c'est une explication, mais ça n'excuse pas tout. Normalement, tu ne te tapes pas l'ex psychologiquement et physiquement abusif de ta meilleure amie, et c'est quelque chose qui est assez évident, je pense, pour tout le monde.
Bref, elle nie ses fautes et se place même en tant que personne saine qui va prévenir la relation toxique entre Nate et Maddie. Donc comme dit précédemment, limite elle leur rend service, heureusement qu'elle est là. Par contre, durant sa dispute, elle va se montrer elle-même très ambivalente. Quand Nate lui dit que Maddie est folle, elle lui répond être encore plus folle que Maddie. Alors, selon mon interprétation, parce qu'elle pense que Nate aime toujours Maddie et que donc si Maddie est folle et qu'il l'aime comme ça, elle doit être encore plus folle pour pouvoir surpasser Maddie et que Nate l'aime encore plus. Moi, c'est la logique que je vois là-dedans. Elle finit même par menacer Nate et même lui, il en peut plus de cette situation et il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est pas très sain là-dedans. Et si même Nate s'en rend compte, c'est quand même qu'il y a vraiment quelque chose. Elle va continuer sa crise de jalousie intense tout en tentant de garder une forme de contrôle sur la situation alors que, c'est ses insécurités qui parlent. Et au final, elle y arrive quand même. Nate finit par lui courir après pour lui déclarer à nouveau son amour. Donc finalement, ils restent ensemble et Cassie a tout ce qu'elle désire, son attention. Mais ceci au détriment de toutes ses autres relations sociales. Et quand la relation qui était jusqu'alors secrète est révélée, ses amis vont lui tourner le dos et sa sœur et sa mère désapprouvent. Elle n'apporte pas le soutien inconditionnel que Cassie attend. Car en fait, elle lui pointe avec justesse ses fautes et partage également leur inquiétude quant au caractère violent de Nate. Et là, Cassie, elle ne peut pas avoir la réaction mature et adaptée de se dire qu'effectivement, elle a commis des fautes et que l'inquiétude de ses proches est légitime. C'est vraiment insurmontable pour elle. La seule chose qui fait sens dans son monde, c'est sa relation amoureuse et l'attention de la personne avec qui elle est, quitte à perdre tout le reste. Car c'est comme cela qu'elle se sent exister et même digne d'existence, on pourrait dire. Toute la construction de sa personne, de ses caractéristiques internes à son environnement l'ont amenée à ce stade. Peu importe l'amour des personnes autour d'elle, elle a besoin de l'amour d'une personne. Donc CF, sa fameuse tirade dans les toilettes, qu'elle conclut par un « je n'ai jamais été aussi heureuse », avec les larmes qui coulent tout le long de son visage, clairement en souffrance, rouge tomate. En fait, Cassie n'est pas heureuse, mais son besoin d'attention est comblé. De plus, on peut noter qu'elle a une consommation d'alcool, voire de drogue, par moments inadaptée. Elle va vite dans les excès et adopte des comportements à risque durant ces moments, et ce plusieurs fois dans la saison. Et ce sont des éléments auxquels il faut être vigilant étant donné la présence d'addiction chez les deux parents. En fait, il y a un terrain propice à l'addiction, donc comme dit, il y a une part d'influence génétique. Et sachant de plus que les personnes à attachement insécure ont plus tendance à être addictes que les personnes à attachement sécure, il faut être très vigilant à ce niveau. A voir maintenant dans la suite ce que ça va donner pour Cassie. Nate a rompu avec elle à la fin de la dernière saison après avoir assisté à la représentation du spectacle que la petite sœur de Cassie, Lexi, a mise en scène. Alors Nate, pour des raisons qui lui sont propres, donc déjà la sexualité de Nate n'est pas définie, il a une part d'homophobie intégrée, avec en plus une exposition précoce à la sexualité et aux relations sexuelles homosexuelles via des sextapes de son père, donc c'est encore tout un autre délire tout ça. Nate, à ce moment-là, il n'a pas supporté d'assister à la partie de la représentation où il y avait une séance de musculation sur la chanson I Need a Hero, accès très homoérotique, séquence qui par ailleurs est absolument incroyable. Moi j'ai trouvé ça hilarant perso, mais visiblement ça n'a pas été le cas de Nate. Bref, à ce moment-là, il va sortir de la salle, quitter Cassie, donc bien que Cassie ne connaisse absolument pas le contenu de la pièce de sa sœur, elle y est absolument pour rien. D'ailleurs, la pièce de Lexi va dévoiler un bon nombre d'éléments intimes sur Cassie, ou des moments difficiles, voire humiliants de sa vie devant environ tout le lycée et les parents des élèves. Donc si vous vous rappelez la fameuse scène que je vous ai décrite sur le carrousel, cette scène est dans la représentation. Donc c'est vraiment des moments qui sont effectivement intimes et humiliants pour Cassie, qui sont dépeints devant tout le monde. Donc après que Nate l'ait quitté, Cassie a fini par débouler sur scène pour faire un véritable scandale. En même temps, sa sœur est en train d'exposer sa vie, dont sa vie intime, sur scène, devant tout le monde. Et au final, elle finit par se bastonner avec Maddie, donc Maddie qui est son ancienne meilleure amie, l'ex de Nate. Donc en fait, Maddie elle n'a pas pu accepter que Cassie sorte avec son ex, donc il s'est montré abusif avec elle. Et ça se comprend. Donc à la fin de la saison, Cassie se retrouve à la fois célibataire et sans amis. Lorsqu'elle annonce à Maddie que Nate a rompu avec elle, Maddie lui répond direct « Ne t'inquiète pas, ce n'est que le début ». À suivre donc, quelle direction ça va prendre. Est-ce qu'elle va elle aussi, comme Maddie à l'époque, se retrouver dans une espèce de relation on-off toxique avec Nate? Ou alors elle va se trouver une autre relation, parce qu'effectivement on n'a jamais vu Cassie célibataire.
ou comme on l'espère, je pense pour tous les personnages de la série, elle va finir par faire un travail sur elle pour tenter d'aller mieux. Elle va consulter un psychologue par exemple et essayer de se soigner. Donc c'est ce qu'on espère pour elle, maintenant à voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à un petit peu mieux comprendre le personnage de Cassie, ce qui la motive, pourquoi est-ce qu'elle se comporte de telle ou telle façon avec telle ou telle personne, donc au regard de son histoire de vie et de sa construction. N'hésitez pas à me dire également si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, donc des analyses centrées de A à Z sur un seul personnage qu'on décrypte tout au long de la vidéo. Alors personnellement, c'est le genre de travail que j'apprécie faire, ça se rapproche assez du travail de psy que je peux faire au final. Bon, bien sûr, on n'a pas la relation au patient et je suis beaucoup moins sérieuse puisque je suis en train de faire une vidéo, évidemment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'est le genre de vidéo qui vous plaise, et auquel cas, du coup, je pourrais réitérer. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des futures vidéos, et je vous dis à bientôt!